Pourquoi vous sentez-vous toujours désavantagé dans le jeu émotionnel, même lorsque vous êtes honnête, présent et transparent? C'est profondément frustrant. Vous faites de votre mieux, mais au final, vous êtes écarté, testé ou tout simplement ignoré. Le problème, c'est que vous jouez selon les règles de la logique sur un échiquier dominé par les émotions. Et il ne s'agit pas ici de cruauté féminine, mais plutôt d'une structure psychologique que Machiavel a reconnue il y a des siècles. Ceux qui ignorent la nature humaine sont condamnés à être manipulés par elle. Ceci n'est pas seulement un avertissement. C'est une mise en garde contre la guerre émotionnelle. Les femmes ne sont pas mauvaises. Elles agissent selon des règles ancestrales, souvent invisibles à elles-mêmes. Schopenhauer ne détestait pas les femmes. Il voyait simplement ce que beaucoup d'hommes refusent encore d'admettre. Que les femmes aspirent souvent, non pas à la vérité toute nue, mais à un sentiment de stabilité, même si celui-ci repose sur des illusions soigneusement élaborées. Et c'est précisément ce besoin inconscient de sécurité, d'attrait et de contrôle qui engendre des schémas émotionnels qui, s'ils ne sont pas traités, détruisent les hommes de l'intérieur. Comprendre les faiblesses des femmes n'a rien à voir avec la manipulation, mais plutôt avec la survie émotionnelle. Il faut cesser d'être victime de cycles invisibles et devenir stratège. On ne peut plus lui donner ce qu'elle désire sans connaître ses besoins. On ne peut plus répondre à ses paroles sans discerner ce qui se cache derrière ses gestes. Cette vidéo ne fera pas de vous un séducteur, mais quelqu'un qui comprend enfin le jeu. Nous révélerons vos faiblesses cachées, non pas pour les attaquer, mais pour vous protéger. Désormais, le jeu change et le pouvoir appartient à ceux qui le reconnaissent en premier. Il y a un détail subtil que la plupart des hommes ne remarquent pas. Il a beau prétendre que tout va bien, se moquer de l'opinion des autres, s'habiller comme il le souhaite ou se passer de l'approbation extérieure, il est attentif à chaque « j'aime » qu'il reçoit, à chaque compliment déguisé en commentaire innocent, à chaque regard appréciateur qu'il reçoit en public. Cela déclenche en lui un cercle vicieux émotionnel bien plus profond qu'il n'y paraît. Schopenhauer appelait cela la dépendance représentationnelle. Les femmes ne se voient pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles sont perçues. Elles se projettent dans le reflet du regard des autres et y cherchent le sens de leur existence. Il ne s'agit pas seulement de vanité, mais de survie émotionnelle. Depuis des millénaires, les femmes ont besoin de l'acceptation du groupe pour se protéger. Être rejeté par la tribu était une condamnation à mort. Cette peur ancestrale persiste en eux, non plus sous la forme de loup ou d'exil, mais sous la forme d'une dévalorisation sociale. Par conséquent, l'opinion d'un ami a souvent plus de poids que leur propre intuition. Un commentaire négatif peut déstabiliser leur humeur pour une journée entière. Ainsi, le silence masculin peut être interprété comme du mépris. Nietzsche écrivait que les hommes recherchent le sens, tandis que les femmes recherchent la réflexion. Et lorsqu'on comprend cette quête, on cesse de proposer des réflexions creuses. On cesse de constamment reconnaître, car on sait que toute validation offerte mène naturellement à la dépendance affective. Quand votre reconnaissance se fait rare, quelque chose change. Elle se met en mouvement, s'efforce de vous voir comme le reflet de votre valeur, et non comme un miroir inutile. Et dans ce mouvement silencieux, un renversement de force se produit. Le regard qui vous condamnait autrefois vous recherche désormais, car votre rareté est devenue présence, et votre présence puissance. Il y a des moments où tout semble harmonieux. Le silence entre vous est facile. Les conversations coulent de source. Vos regards se croisent naturellement, mais soudain vous vous fermez, créez de la distance, et une dispute éclate pour un détail apparemment insignifiant. La personne rationnelle cherche des explications logiques, tente de comprendre où elle a fait fausse route et recourt au dialogue comme pour résoudre une équation émotionnelle. Et c'est précisément là que l'abîme se creuse. L'erreur ne réside pas dans un manque de raisonnement, mais dans une incompréhension d'un principe vital. Pour beaucoup de femmes, la paix émotionnelle n'est pas un paradis. C'est une prison déguisée en confort. Nietzsche, qui a observé l'âme féminine, a écrit que les femmes sont de plus grandes guerrières émotionnelles que les hommes, non pas parce qu'elles apprécient le chaos, mais parce que l'intensité leur permet de se sentir vivantes. L'immobilité l'ennuie, l'équilibre la réduit au silence. L'absence de hauts et de bas la sépare d'elle-même. Elle a besoin de mouvements émotionnels, comme le corps a besoin d'air.
Et lorsque ce mouvement lui fait défaut, elle le provoque, non par malice, mais par nécessité vitale. Ainsi, le drame n'est pas une coïncidence. C'est la scène où le sentiment d'être vivant renaît. Et lorsque les gens tentent d'apaiser, de corriger ou d'échapper à la tempête, ils atténuent involontairement les lumières du spectacle qu'ils doivent inconsciemment offrir. La solution ne réside pas dans la fuite, mais dans une présence ferme dans la tempête. En maîtrisant l'intensité sans s'y perdre, on devient le pivot au cœur de l'ouragan. Au lieu de vous défendre ou de reculer, maintenez votre force sans faiblir. Alors, elle vous reconnaîtra non pas comme un ennemi, mais comme un point d'ancrage. Car une femme qui expérimente avec les émotions ne recherche pas la soumission. Elle recherche une présence inébranlable. Il n'est pas rare que l'homme intense soit relégué au second plan, tandis que l'homme plus prévisible, routinier et presque monotone occupe l'espace qui semblait destiné à la passion. La douleur d'être remplacé par une personne médiocre est profonde, mais elle est souvent mal comprise. L'erreur consiste à supposer que la décision d'une femme est motivée par une intensité émotionnelle. En réalité, quelque chose de plus subtil, presque tragique, guide ce mouvement. Kierkegaard l'appelait la peur du possible, le vertige existentiel qui surgit face à l'inconnu. Et c'est précisément ce vertige qui se transforme en peur pour beaucoup de femmes. Elles aspirent peut-être à un homme qui les fasse rire, qui les stimule, qui les touche profondément. À ses côtés, elles se sentent vivantes, captivées par l'intensité de sa présence. Mais lorsqu'il s'agit de construire et de projeter de la stabilité, quelque chose en elles réclame la prévisibilité. La même femme qui cherche secrètement l'aventure recherche aussi la sécurité. L'intensité l'attire, mais la stabilité l'apaise. Et entre l'excitation et le contrôle, elle choisit souvent ce dernier, non par lâcheté mais par autoprotection. L'homme intense se sent alors frustré, tente de s'adapter et diminue son génie pour s'inscrire dans un cadre prévisible. Ce faisant, cependant, il perd son essence et, paradoxalement, le désir de sa femme. Ceux qui les attiraient s'estompent. La solution ne réside pas dans la compétition pour la stabilité, mais dans l'accession au centre des émotions, au sein d'une structure fixe. Être imprévisible sans être instable, être libre sans être chaotique, être passionné sans être désordonné. Lorsque les humains apprennent à vivre avec ce paradoxe, celui-ci cesse d'être un choix difficile et devient une présence inévitable, non par logique de sécurité, mais par l'attrait de l'équilibre entre intensité et solidité. Toutes les guerres ne se font pas par des cris ou des confrontations directes. Nombre de batailles se déroulent en silence, au milieu d'éloges et de gestes qui, à première vue, semblent amicaux, mais dissimulent des intentions cachées. Machiavel comprenait cet art comme peu d'autres. Il observait que les hommes attaquent avec des épées, tandis que les femmes attaquent par gestes. Et dans ce royaume de sourires, polis et de phrases apparemment innocentes se cache l'une des faiblesses féminines les plus sophistiquées. La manipulation indirecte, à peine perceptible mais extrêmement efficace. La compétition entre femmes se joue rarement de manière visible. Elle se combat avec des armes invisibles, où un compliment peut se transformer en poison et un conseil en piège. Si une femme complimente son amie sur sa beauté, puis murmure que la robe ne lui va pas, elle ne fait pas preuve de gentillesse. Elle sème le doute. Si elle encourage une autre personne à aborder un homme, mais remet d'abord en question sa personnalité, ce n'est pas de la solidarité, mais de la stratégie. Et bien que ce jeu semble limité au monde féminin, il affecte inévitablement l'homme, qui est au centre de ces discussions silencieuses. La manipulation échoue dans ce contexte lorsqu'une personne réagit superficiellement, lorsqu'elle croit ce qu'elle entend, sans en saisir le sous-entendu, lorsqu'elle réagit à ce qui est dit, mais ignore les schémas récurrents. La femme qui maîtrise cet art ne crie pas, elle insinue. Elle n'interdit pas mais guide. Elle n'accuse pas mais sème l'insécurité. Et c'est précisément dans ce jeu que beaucoup d'hommes se perdent, croyant maîtriser la situation alors même qu'ils ont déjà été exclus du cœur, de leur propre histoire. La véritable protection réside dans une perception fine, dans une vision au-delà des gestes, une écoute au-delà des mots, et dans la reconnaissance que le champ de bataille ne réside, souvent pas dans les paroles, mais dans les insinuations, et dans cette guerre silencieuse, le pouvoir appartient à ceux qui ne réagissent pas, mais voient. Toute connexion physique n'est pas purement physique. Les hommes ont tendance à s'abandonner à l'instant présent comme
S'ils éprouvaient du plaisir et de la présence, sans nécessairement créer de lien au-delà du physique. Mais les femmes vivent cet instant avec une structure émotionnelle différente, même si elles ne le disent pas, même si elles pensent à simplement s'amuser. Jung a exploré les archétypes de l'âme et découvert l'une, des clés souvent négligées par les hommes, la projection de l'anima. Pour une femme, son partenaire sexuel n'est pas seulement un corps. Il devient souvent le reflet inconscient de tout ce qu'elle désire ressentir. Au plus fort de l'intimité, le cerveau féminin libère de l'ocytocine, une hormone ancestrale qui tisse des liens, instaure la confiance et protège ce lien, autrefois essentiel à la survie des enfants. Même si elle ne veut pas d'engagement, son corps le crée. Et c'est précisément dans cet écart entre désir momentané et attirance chimique que la confusion naît. L'homme, libre, distant et disponible avant le sexe, devient ensuite responsable de sentiments qu'il n'avait jamais promis. Le problème surgit lorsqu'il change, lorsqu'il se retire brusquement, lorsqu'il n'est plus celui qu'il était auparavant. Cette rupture de cohérence est interprétée non seulement comme un rejet, mais aussi comme une trahison émotionnelle. La femme ressent, quoique silencieusement, qu'on lui a enlevé quelque chose, et la distance se transforme en besoin, le silence en exigence, le vide en tragédie. La réponse n'est pas de céder à l'attachement, ni de prendre ses distances pour préserver sa liberté. Il s'agit de maintenir une cohérence émotionnelle, d'être clair avant, affirmé pendant la rencontre et honnête après. Un homme qui maintient sa présence même après le plaisir ne se trompe pas. Il fixe des limites. Et dans ces limites, une femme reconnaît quelque chose d'exceptionnel. Un homme qui ne ment pas avec son corps, ni ne promet avec le silence. Parfois, un homme se demande ce qui se passe dans son dos, malgré sa loyauté, sa présence et son amour. Il ne comprend pas comment, après tant d'efforts émotionnels, elle choisit quelqu'un d'absent ou d'indifférent. La réponse ne réside pas dans la gentillesse ou le dévouement, mais dans la programmation ancestrale qui façonne le désir féminin. Darwin l'a compris grâce au concept de sélection sexuelle. Les femmes choisissent le partenaire qui leur offre les meilleures chances de survie et d'avancement. Schopenhauer ajoutait que même aujourd'hui, les femmes continuent de rechercher ce qui leur apporte sécurité et avancement. Non pas le plus amical, mais le plus avantageux. Par conséquent, elles ignorent le partenaire qui les a soutenues dans les moments difficiles, mais renouent avec lui lorsqu'elles réalisent qu'elles ont progressé dans la société. L'homme hier invisible devient possible aujourd'hui, simplement parce qu'il commence à briller aux yeux des autres. Ce n'est pas une question d'intérêt matériel, mais d'instinct, une impulsion profonde qui répond à une perception de rareté. Ceux qui sont désirés ont de la valeur. La plupart des hommes réagissent à cela en essayant de rivaliser avec les autres. Ils veulent prouver qu'ils ont plus, qu'ils sont meilleurs, qu'ils méritent plus d'attention. Mais dans ce domaine, l'échec est inévitable, car il y aura toujours quelqu'un avec plus de ressources, plus de statut et plus de visibilité. L'essentiel n'est pas d'être le meilleur en tout, mais d'être irremplaçable dans quelque chose, de développer une présence incomparable, mesurable ou reproductible, une énergie exceptionnelle, une façon unique de voir, de toucher et de se positionner dans le monde. Quand d'autres femmes reconnaissent cette valeur, elles le remarquent, et l'instinct de perdre ce que les autres désirs éveille en elles, le désir de le posséder, non pas parce qu'elle exige de l'attention, mais parce qu'elle la désire sans qu'on la lui demande. Et à cet instant, la situation change. Parfois, le contrôle ne se manifeste pas par la coercition, les cris ou les interdictions. Il se déguise en affection, en phrases apparemment douces et en questions subtiles qui sèment la culpabilité sans élever la voix. Il a évoqué les mécanismes invisibles du pouvoir et décrit ce phénomène comme un panoptique, une prison sans barreaux, où le sujet s'observe, même lorsque personne ne le regarde. Ainsi, dans de nombreuses relations, l'homme commence à se maîtriser, non pas par interdiction, mais parce qu'il a été conditionné à penser qu'il a toujours une raison d'être. Reconnaissant, elle dit que tout va bien, mais son ton est décalé. Elle prétend ne pas être contrariée, mais son regard exige des explications qu'elle n'a pas demandées. Les doutes surgissent sans confrontation directe. Et l'homme, perdu dans ce brouillard émotionnel, tente de s'adapter. Ils commencent à réviser leurs propres paroles, à dissimuler les petits gestes et à éviter les actions neutres qui,
semblait autrefois inoffensive. Ils vivent dans la peur de déclencher une nouvelle tempête émotionnelle, même s'ils n'ont rien fait de mal. Et dans cette attente constante, ils perdent leur liberté intérieure. L'erreur n'est pas de s'inquiéter, mais de justifier chaque pas, comme si chaque mouvement nécessitait une approbation. La force de la femme dans ce jeu réside dans son inversion de la responsabilité émotionnelle. Elle ne dit pas ce qu'elle ressent, mais elle le responsabilise. Et lorsqu'il accepte ce rôle, il abandonne son propre centre. La véritable résilience commence lorsqu'elle rejette le poids d'une culpabilité qui ne lui appartient pas, lorsqu'elle répond à une question délicate par une contre-question, non pas pour l'éluder, mais pour ramener la responsabilité émotionnelle à sa source. Fu disait que là où il y a pouvoir, il y a aussi résistance. Dans l'intimité, cette résistance n'est pas une lutte, mais une clarté. C'est la présence d'une personne non manipulée, même sous le masque de l'affection. La hâte avec laquelle certaines femmes changent de relation n'est pas uniquement due à la nécessité ou à la passion. Il y a quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui motive cette urgence silencieuse, la peur du vide. Schopenhauer a observé que, pour de nombreuses femmes, la solitude représente non seulement un manque de compagnie, mais aussi une menace existentielle. Elles préfèrent donc souvent des relations dysfonctionnelles, au reflet de leur propre silence. Plutôt que d'offrir un espace de régénération, la fin d'une relation devient simplement un pont précipité vers un engagement suivant, non pas par désir sincère, mais par peur du néant. Ce comportement ne relève pas de la malveillance, mais d'un ancien programme de survie. Depuis des siècles, les femmes célibataires sont confrontées à des risques bien réels. Abandon, exclusion, invisibilité sociale. Ce code demeure actif, même en période d'indépendance économique. Pour beaucoup, la solitude reste perçue comme un danger. Il fait donc rapidement des compromis, retourne auprès de son ex après la douleur, ou endure des conflits émotionnels, juste pour échapper au silence d'une pièce vide. La relation devient alors un engourdissement, non une rencontre. L'homme qui reconnaît cela croit souvent devoir combler ce vide. Il est toujours disponible, toujours présent, toujours prêt. Mais dans cette présence ininterrompue, elle perd sa valeur. Elle n'est plus un choix, mais une garantie. Et ce qui est garanti ne provoque aucun mouvement. Ce qui est certain n'éveille aucun désir. Schopenhauer disait que l'homme n'est vraiment lui-même que lorsqu'il est seul. Et c'est dans cette vérité que réside la force. La femme qui ne peut être seule vous cherche par peur. Ceux qui peuvent être seuls vous choisissent pour votre clarté. La différence entre refuge et évasion commence par la gestion de sa propre solitude. Ceux qui maîtrisent leur propre vide ne cèdent à aucune présence. Il ne s'agit pas de considérer les femmes comme des ennemis ni de vivre en guerre contre le féminin. Il s'agit de comprendre que dans chaque relation intime se déploie un balai de forces invisibles, de désirs inconscients, de peurs héritées et de stratégies émotionnelles opérant sous la raison. Ceux qui ignorent ces dynamiques entrent sur le terrain sans armes. En revanche, ceux qui les reconnaissent commencent à construire une nouvelle forme de présence. Claire, concentrée et inébranlable. Machiavel disait que connaître les armes de l'ennemi représente la moitié de la bataille. Et dans ce contexte, les femmes ne sont pas l'ennemi, mais l'illusion. Toute faiblesse révélée sur ce chemin trahit non pas la malveillance, mais un conditionnement. La quête constante de validation, le besoin d'intensité, le conflit entre passion et sécurité, la manipulation dissimulée, la projection émotionnelle après un rapport sexuel, la sélectivité hypergame, le contrôle masqué de l'affection, la peur du vide. Toutes ces strates ne sont pas des décisions conscientes. Ce sont les répétitions silencieuses d'un système qui se perpétue. Et ceux qui luttent pour la liberté doivent d'abord reconnaître le piège dans lequel ils sont pris. Nietzsche a averti, ceux qui combattent les monstres doivent veiller à ne pas devenir l'un d'eux. La voie à suivre n'est pas de réagir avec cynisme, ni de répondre à la douleur par la froideur. La voie à suivre est d'observer, de comprendre et de se repositionner, non pas pour dominer par la peur, mais pour préserver sa souveraineté. La force naît de la clarté, et la clarté naît du courage de voir des choses qui ont toujours été sous nos yeux, mais que peu osent identifier. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, ne la manquez pas. Dans la vidéo suivante, nous vous montrerons comment mettre tout cela en pratique, dans les conversations,
les gestes et les décisions silencieuses. Que votre esprit reste clair, que la vérité demeure votre arme. À bientôt pour la prochaine vidéo. At ons aan samen zie hoe